Bonjour, deuxième vidéo sur l'expertise et la démocratie en Grèce classique. Les questions, toujours les mêmes. Quelle est la place sociale et politique de l'expert dans cette société? Qu'est-ce que ça raconte sur la façon dont la démocratie fonctionnait et dans la façon dont elle était pensée? Et enfin, comment est-ce qu'on a expliqué ou pensé les relations entre la notion d'égalité et l'asymétrie, l'inégalité que suppose l'expertise? Si nous avions abordé au départ la question à travers la théorie politique de ceux qui s'opposaient ou qui au minimum critiquaient la démocratie, le deuxième angle d'attaque consistera à partir d'autre chose, c'est-à-dire d'une étude plus historique sur la façon dont véritablement fonctionnait la démocratie que Platon attaquait. Je m'inspire plus que lourdement du livre de Paulin Ismar, un excellent maître de conférence en histoire antique à Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Je vous recommande la lecture de son ouvrage, et aussi de son ouvrage sur Socrate d'ailleurs. Ça peut paraître étrange, mais l'angle de M. Ismar, pour parler de l'expertise à l'époque de l'Athènes classique, consiste à partir d'un personnage assez difficile à tracer dans les sources et les documents. Ce personnage, c'est le démosios, l'esclave public. Son nom, quand même vous ne parlez pas grec, vous l'avez bien, vient du mot démos, le dème, une subdivision administrative qui a signifié par la suite l'idée de peuple. Eh bien, la thèse de Paulin Ismar est que l'esclave public est une sorte d'expert, fils du régime démocratique. De quoi parle-t-on du coup quand on parle d'esclave public? L'esclave public est un esclave à part. En effet, être esclave, c'est, à Athènes en tout cas, être la propriété d'un maître et ne pas pouvoir soi-même être propriétaire. Tout simplement parce que nous ne sommes pas une véritable personne, et deuxièmement, parce qu'on n'a pas les moyens d'être propriétaire, d'acheter quoi que ce soit. Être esclave à Athènes, c'est ne pas avoir de nom, c'est-à-dire pas avoir d'identité civique. Être esclave à Athènes, c'est la plupart du temps donc une infériorité considérable. Eh bien, l'esclave public, qui est-il? Que fait-il? Premièrement, ce qu'il fait, c'est qu'il remplit toutes les missions qu'on appellerait aujourd'hui d'ordre du service public. Le terme grec qui désigne ça, c'est eleutheria liturgia, qui signifie plutôt service libre. Ça peut paraître une ironie cruelle de parler de service libre pour l'esclave, mais en fait, il se trouve qu'il construit tous ces biens publics communs qui sont liés au statut de l'homme libre. Donc lui-même n'est pas libre, mais il produit ou il entretient tout ce que les hommes libres, tout ce dont les hommes libres bénéficient. Alors par exemple, il est policier, très célèbre dans l'histoire antique parce qu'on a beaucoup de représentations de ces personnes-là. Les archésites étaient la police d'Athènes et on sait par des documents très précis que par exemple ce n'était que des esclaves, pas des mercenaires, pas des hommes libres, pas un truc ça, des esclaves achetés par exemple par quantité de 300 en moins 377 avant Jésus-Christ. Bon, on se fournissait de l'esclave pour la police, mais aussi pour entretenir les routes, pour construire les bâtiments publics, et aussi bien évidemment pour être greffier, secrétaire, comptable, etc. Alors ce statut, ou plutôt cette mission, elle correspondait aussi à un statut, monsieur Paulin refuse nos statuts, mais à une situation particulière, une situation privilégiée par rapport aux autres esclaves. L'esclave public pouvait transmettre son nom, il avait une sorte de filiation. Il était parfois aussi payé, ce qui lui permettait d'avoir un patrimoine, et notamment, chose amusante, qui existe aussi dans d'autres civilisations, c'était un esclave qui pouvait lui-même être propriétaire d'esclaves. Contrairement aux esclaves normaux, il pouvait agir en justice. C'est hallucinant puisqu'il n'est pas juridiquement une personne. Je rappelle que les esclaves normaux, par exemple, étaient torturés lorsqu'ils témoignaient devant les juges à Athènes. Enfin, et ce n'est pas le moindre des choses, et parce qu'en plus on en a la preuve, eh bien ces esclaves publics pouvaient même être honorés par la cité. On a des stèles qui célèbrent la grandeur du service rendu par non seulement parfois des esclaves publics, mais aussi des générations d'esclaves publics qui se transmettaient de père en fils une compétence par exemple d'archiviste. On peut voir déjà le contraste entre l'esclave public et l'esclave normal à Athènes, mais allons plus loin. Monsieur Ismar fait une histoire qu'on appelle comparative, c'est-à-dire qu'il va aussi chercher des éclairages en parlant d'autres types d'esclavage. Un des moments les plus intéressants de son livre, et il le met très bien en scène, c'est son introduction où il contraste le rapport entre l'esclavage et le savoir et l'éducation chez les Américains et chez les Grecs. Chez les Grecs, à Athènes, l'esclave public, pas les autres esclaves, mais l'esclave public, on cherche des esclaves compétents. On leur donne des postes à responsabilité. On s'en méfie sans doute, mais on cherche à les élever. Par exemple, on va acheter les archésites dont on a parlé en moins 477. Par exemple encore, des archivistes, ceux qui donc conservent et écrivent les lois, mais aussi bien le responsable des poids et mesures qui va travailler au Pirée, c'est-à-dire rien moins que celui qui, quand un bateau débarque, vérifie la conformité des monnaies que les gens vont donc introduire sur le marché athénien.
Eh bien, on fait donc appel à des gens qui ont des compétences que sans doute, très probablement, même des hommes libres n'ont pas. De l'autre côté, il a trouvé la ville des États-Unis qui, au moment de la guerre de sécession, s'appelle Athènes, une ville de Géorgie qui accueille en fait d'ailleurs aujourd'hui encore l'université de Géorgie, minuscule ville. Eh bien, dans cette ville, il a trouvé un exemple saisissant. C'est le cas d'un esclave public, qui est en fait l'exception dans ce système d'esclavage de plantation. On a le cas effectivement d'un Boy Joe qui finit par être acheté par la ville à son propriétaire. Alors pourquoi? Eh bien, pendant la guerre de sécession, le Sud doit payer l'effort de guerre, et par exemple, ce général propriétaire Thomas Cobb doit, comme beaucoup d'autres, faire face à des dépenses qu'il ne peut pas assumer. Beaucoup de ses collègues maîtres d'esclaves, d'ailleurs, les relâchent plus ou moins légalement, parce qu'ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Et on se retrouve donc avec des foules d'esclaves ou ex-esclaves errants, désœuvrés. Bien. Eh bien, la ville, plutôt fait de nécessité vertu, et recrute, d'abord en le louant, un de ses esclaves, le Boy Joe, et finit, à la mort du général, par l'acheter pour en faire un esclave public. Bon. Mais le rapport aux esclaves publics à cette époque est extrêmement différent. Rappelons qu'en 1820, par exemple, il y avait des lois anti-literacy, c'est-à-dire qu'on punissait pénalement des maîtres qui auraient eu l'idée saugrenue d'apprendre à lire et à écrire à leurs esclaves. Pire que ça, dans les années 50, se développe dans le sud des États-Unis d'Amérique d'alors une loi anti-literacy qui s'adresse non pas simplement aux maîtres par rapport à leurs esclaves, mais à tout homme par rapport à des noirs. Il est interdit d'apprendre aux noirs à écrire ou à lire. Vous voyez la différence radicale qu'il y a entre la culture qu'on exige ou qu'on donne à l'esclave public athénien et le rapport à l'esclavage, évidemment, deux millénaires après. D'où vient ce nouveau rôle à partir de l'expérience démocratique? Eh bien, Paulin Ismar identifie plusieurs facteurs qu'on peut résumer ainsi. Premièrement, il y a dans le monde grec archaïque un ensemble de personnages qu'on réunit sous la catégorie de démiurges. Les démiurges, démiurgoi, étaient des personnes qui détenaient un savoir-faire rare, des sortes de médecins itinérants, de poètes, on les appelait les aèdes, ou bien de comptables, etc., etc. Les démiurgoi étaient dans un statut particulier, il y avait déjà des esclaves à l'époque du monde grec archaïque, ils n'étaient pas des hommes libres, ils étaient des personnes qui étaient, par un lien financier, mais pas que, personnel aussi, attachés à un roi ou à une personne de pouvoir très important. Ils rendaient des services à ce personnage qui avait des fonctions publiques, mais ils n'étaient ni la propriété de la royauté, ni la propriété de la maison. Ils avaient donc un statut très intermédiaire entre le public et le personnel. Bon. Par exemple, Dédale, architecte, est souvent présenté comme un démiurge. Par exemple, Ulysse, lorsqu'il rentre à Ithaque et qu'il doit faire un peu le ménage, pour virer ceux qui ont pris son rôle, il se demande s'il doit massacrer le démiurge ou pas. Pourquoi? Parce que d'un côté, il est personnellement attaché à celui qui a usurpé sa place, mais de l'autre côté, il n'est que, on pourrait dire, une sorte de complément administratif, un membre de la cour finalement d'un homme de pouvoir. Alors quand on parle de ce monde-là, donc ce monde des artisans ou de ce monde des techniciens qui bougent dans la Méditerranée et qui se mettent au service plus ou moins longtemps d'un homme puissant, avec quand même une vocation à ce que servir le public derrière cet homme puissant, eh bien il y a deux facteurs qui vont bouleverser leur statut. Premièrement, c'est le développement considérable du marché d'esclaves. C'est-à-dire que ces personnes n'étaient pas des esclaves, elles étaient plutôt des hommes libres, mais on va pouvoir, à partir du 4e siècle, du 6e ou du 5e siècle, on va pouvoir se fournir beaucoup plus facilement en esclaves. Différentes raisons que je ne connais pas et qui n'intéressent pas rendent disponibles des esclaves, et notamment des esclaves compétents, pas de la bête de somme, quand bien même il y a énormément d'abord d'esclaves bêtes de somme dans le monde grec. Deuxième élément, ces cités vont progressivement abandonner le modèle du roi élu, je rappelle c'est essentiellement des rois élus dans le monde grec, quoi, et vont passer au développement de l'Assemblée démocratique. Eh bien, avec l'idée d'égalité et l'idée de décision en Assemblée, le statut du démiurge est devenu impossible. Ce bouleversement a deux effets. Le premier est d'ordre pratique. La démocratie, le choix de la démocratie, ça signifie que quotidiennement, des centaines et des milliers même de citoyens sont mobilisés pour aller siéger dans différentes institutions. Bon. De plus, ces institutions fonctionnent et dirigent la cité au moyen d'un certain nombre de magistratures qui sont, c'est un des trucs qui fascine aujourd'hui, très souvent, le plus souvent, distribuées par tirage au sort. Enfin, beaucoup de ces postes, de ces fonctions, sont occupés de façon très temporaire, très brève. Certains postes sont occupés pour une journée, les plus longs presque sont occupés pour une année. On a donc quoi?
des milliers de citoyens, qui occupent des fonctions pour lesquelles ils ne sont pas nécessairement compétents ou formés, enfin avec un taux de rotation très important. Qui donc pourrait croire que l'énorme cité pour l'époque qu'était Athènes pouvait tourner avec quelqu'un qui, ne connaissant pas son domaine, débarquait et aurait pu prendre de bonnes décisions? Personne. Il y avait donc, et c'était inévitable, le besoin d'une véritable structure administrative derrière, de gens qui assurent le quotidien, la continuité. Alors, comment est-ce qu'on répond à ce besoin? On aurait pu prendre des hommes libres après tout. Eh bien, le deuxième effet du passage à la démocratie, c'est que cette fois-ci, idéologiquement, il a été conclu qu'il était impossible d'accepter qu'un homme libre accomplisse ce travail. Pourquoi? Bien parce que l'idée de démocratie, c'est l'idée que chacun vaut autant que l'autre, qu'il y a une égalité. Alors quand les Grecs se disent qu'ils sont égaux à Athènes, ils vont jusqu'au bout du bout, ils le prennent au sérieux. Si jamais nous avions donné à un homme libre la responsabilité d'une institution aussi cruciale que les poids et mesures, les travaux publics, l'entretien du temple, cela aurait fait de lui quelqu'un avec un pouvoir, avec une aura, avec une image, qui aurait été une rupture insupportable d'égalité lorsqu'il s'agit de prendre la parole devant l'Assemblée. Dès lors, on aurait pu aussi penser qu'on aurait pu moyenner. Ah ok, nous sommes tous à égalité, mais peut-être que dans ces situations d'administration, nous pouvons choisir les meilleurs par une élection. Alors il est vrai que cette démarche est partiellement mise en œuvre à Athènes. Les stratèges et beaucoup de magistratures militaires, quelques magistratures civiles sont ainsi des magistratures électives. Il faudrait modérer parce que le contrôle qu'exerce l'Assemblée populaire sur ces magistratures est d'une rigueur et parfois d'une violence extrême. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en revanche, l'appareil administratif lui-même, les gens qui au quotidien, sur des années, continuent de s'intéresser aux travaux, à l'ouvrier, aux poids et mesures, aux archives, aux greffiers, ces gens-là sont des esclaves publics. Il a été refusé de confier ces missions à des hommes libres. L'esclave public était donc l'expert, celui dont la démocratie avait besoin, mais aussi celui qu'elle se refusait à intégrer comme citoyen. Donc si on se demande ce que c'est que la place de l'expert dans le monde politique grec de l'Athènes démocratique, eh bien c'est une place complètement paradoxale. Elle est d'un côté absolument nécessaire. Finalement, l'État grec, c'est une des naissances de l'État, et c'est ça qui fascine d'ailleurs dans cette histoire, pour tous les gens, je pense, intéressés par l'action publique. Mais de l'autre côté, cette naissance de l'État, elle est complètement refoulée, et elle est rendue invisible. D'ailleurs, Paulin Ismar fait référence aux façons de penser de Pierre Clastres, je pense que vous connaissez, la société contre l'État, en disant que l'État grec, ça serait ce moment où la société, parce qu'elle prend en charge beaucoup plus de choses qu'auparavant, elle est obligée de constituer un État, mais étant incapable de l'accepter, elle le refoule en le mettant aux mains d'une population qui est à la fois particulièrement sélectionnée, particulièrement attentivement triée, on prend des gens compétents, on a plein de preuves historiques de ça, mais de l'autre côté, qui est sorti du champ politique, qui est refoulé hors du politique, parce qu'on a trop peur que ce savoir lui confère un pouvoir qui détruise l'ordre démocratique. Faisons un dernier retour à ce texte de Ismar pour essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que l'expertise, c'est-à-dire aussi qu'est-ce que c'est que le savoir. Protagoras est pris comme le formulateur d'une idéologie, d'une épistémologie, de ce que Ismar appelle l'ordre démocratique des savoirs. Pour le démocrate, qu'est Protagoras, il y a en fait deux types de savoir, deux types d'expertise. Il y a un premier type qui est l'ensemble des techniques ordinaires. Un maître apprend à un apprenti, qui par son travail finit par détenir individuellement un certain nombre de connaissances, un certain nombre de savoir-faire. Il en est le possesseur, il le met en œuvre comme il le souhaite, comme il l'entend. Il faut qu'il l'entretienne, mais c'est en lui. Eh bien, de l'autre côté, il y a un autre champ de savoir, un autre champ particulier de technique, qui est le champ politique. Ici, il n'est pas question que l'un qui sache enseigne à l'autre qui ne sait pas, selon une asymétrie qu'on comprend bien. Il y a bizarrement, quand on réunit des gens, peu importe leur degré d'expertise préalable, une sorte de travail qui se fait et qui, pour le démocrate en tout cas, aboutirait à des résultats valables. De bonnes décisions et de bons savoirs sont créés par la pratique collective de gens qui au départ n'ont pas de qualification spécifique, à l'inverse des tactiques ordinaires où il faut que l'un sache pour que l'autre ignorant se mette à savoir. Il y a une verticalité dans la technique ordinaire, une horizontalité dans le savoir politique. Il est évident que Platon
nier cette distinction entre deux types de savoirs et de compétences. Toutes les techniques, tous les savoirs sont de l'ordre vertical. Il faut que l'un sache, et peut-être par le discours, par l'entraînement, transmette à l'autre. Et surtout, ce que nie notre ami Platon, c'est que des ignorants, sans formation préalable, puissent, par un effet étrange, produire des décisions valables. Il faut avoir travaillé individuellement et avec l'apprentissage de différents maîtres pour devenir un bon philosophe, pense Platon. Eh bien, bizarrement, les décisions que Platon confie aux bons philosophes, au bout de 30 à 40 ans de formation, d'après le livre qui s'appelle La République de Platon, Protagoras l'attribue, lui, au simple fait de se réunir et de faire l'effort de décider ensemble. On ne peut pas imaginer deux épistémologies différentes. Alors pourquoi peut-on dire avec M. Ismar que la démocratie se construit et se pense contre les experts? Avant d'aller jusqu'à parler d'opposition, il est évident qu'on peut parler d'une ambiguïté. Rappel, l'État grec, ce qui est presque un État en tout cas, il a visiblement reconnu son besoin et sa dépendance face à des gens détenteurs de compétences et de savoirs rares. À ce titre, il les traite plutôt bien. Mais d'un autre côté, et parce qu'on l'a bien vu tout au long, il y a une peur, c'est la peur que le pouvoir technique se transforme en pouvoir politique, la peur que l'expert devienne populaire. Or, être populaire, dans un régime d'assemblée qui se tienne quotidiennement, c'est évidemment avoir le pouvoir. Alors, que fait concrètement la démocratie dans cette ambiguïté? Est-ce qu'elle va se contenter de demi-mesures, de conseils de la transparence et de la déontologie, de contre-pouvoir? Non, certainement pas. Il y a un principe qui, dans toute sa pureté, est radical et ne souffre quasiment pas d'exception. Nous sommes en démocratie, nous sommes des citoyens égaux, donc cela interdit que les situations d'expertise soient confiées à des hommes libres. Ce serait injecter dans le jeu d'assemblée des gens qui ne seraient plus nos égaux. Il y a une petite exception, c'est les postes de magistrature élective. On en a parlé. Le stratège, c'est l'exemple le plus célèbre. Mais concrètement, on voit bien que tout ce que nous, on dévolue à des experts administratifs libres au XXe siècle, c'est autant que possible compensé, combattu par le recours au statut servile. Ok, nous avons besoin de vous. Vous savez des choses que nos citoyens ne savent pas faire. Eh bien, nous allons vous prendre, vous choyez, à une condition tout de même, vous serez hors champ politique. Vous êtes réduit au statut servile. Enfin, si on peut parler d'une démocratie contre les experts, c'est avec un peu de nuance, car la démocratie repose, on vient de le voir, sur une certaine vision du savoir et de la science, et elle repose sur un espoir. On n'a pas de preuve, c'était une thèse sans argument. Elle repose sur un espoir, celui qu'il y ait de la production de savoir, de rationalité, par la délibération collective entre des gens, quand bien même ils ne seraient pas experts. On n'est donc pas ici dans une opposition à l'expertise, mais dans cette idée, complètement étrangère à Platon, que des ignorants, ou en tout cas des non-spécialistes, puissent malgré tout aboutir à de bonnes décisions au niveau de la politique. Voilà effectivement pourquoi le titre est non seulement bien trouvé, mais pertinent. Merci d'avoir suivi cette petite leçon, j'espère que les autres vous passionneront aussi.